Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat, troisième vidéo consacrée à l'ontologie. L'ontologie, c'est l'étude de l'être en tant qu'être indépendamment de ses déterminations particulières, c'est-à-dire indépendamment de ce que peut être un être, que ça soit une planète, un homme, un arbre, une idée, ce genre de choses. Tout ce qui existe, on va essayer de l'étudier pour en donner des grands points communs qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui est. Essayez de réfléchir à tout ce qui existe, à savoir, comme j'ai pu le dire, un chien, une plante, un homme, la lune, les idées et ce genre de choses. Eh bien, tout ce qui existe a des points communs entre eux, et la science nommée ontologie va essayer de réfléchir à ces êtres non pas comme étant déterminés, mais comme étant tout simplement un être. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier le chien très exactement, on va étudier l'être du chien. Et c'est ça qu'on appelle l'ontologie. Il y a 4 grands points communs entre tout ce qui existe, à savoir que tout ce qui existe est soumis au temps, c'est-à-dire que tout ce qui existe a une variation avec le temps et varie avec le temps. Tout ce qui existe a une existence physique, même les idées. Tout ce qui existe est injugeable, on verra après pourquoi. Et tout ce qui existe est relié. Donc comme je viens de le dire, tout ce qui existe, tous les êtres sont soumis au temps. Alors on va vérifier ça avec, on va essayer de réfléchir sur différentes choses. Est-ce qu'elles sont soumises au temps? Est-ce qu'un chien est soumis au temps? Je pense que c'est assez facile à voir. Il a une naissance, il a un vieillissement et puis il meurt. C'est à peu près vrai pour toutes les choses vivantes, comme les hommes ou les plantes. Effectivement, ils ont une naissance, ils ont une sorte de vieillissement et puis après ils meurent ou ils se décomposent. Donc tout ce qui est vivant, les chiens, les hommes, etc., ils sont effectivement soumis au temps. Est-ce que les planètes, le monde tel qu'il est, les atomes sont soumis au temps? Eh bien, il se trouve que le système solaire tel qu'on l'a actuellement, le nôtre, n'est pas né hier. Ça a pris à peu près 5 milliards d'années pour être dans l'état dans lequel nous le connaissons à peu près aujourd'hui. La Terre a aussi mis des millions et des millions d'années avant de se former. La meilleure preuve que la Lune, la Terre et ces choses-là sont soumis au temps, c'est les cratères qu'on peut voir à, à leur surface, la preuve qu'il y a eu des choses avant nous et qu'il y aura des choses après nous. Alors évidemment, dans la vie d'un être humain, on n'est pas là pour voir le début de l'humanité et on n'est pas là pour en voir la fin, donc tout ça est un peu de l'ordre des choses qu'on ne peut pas atteindre par l'expérience, qui est très difficile pour nous de penser, ce que Kant appelait le nouménal. Mais si vous voulez, même le système ou le monde tel qu'on le connaît, un jour ne sera plus le même. Ça va prendre peut-être 400 millions d'années, mais ce qui est énorme dans la vie de l'humanité en général, c'est un temps extrêmement long. Mais peut-être que dans la vie de notre système solaire, c'est un temps extrêmement court. Puisque quand on est la Terre, avant que la Terre ait pu donner la vie, il a fallu des millions et des millions d'années. C'est pareil pour tout le système solaire. Donc, quand je dis que même la Lune, qui est un être, est soumise au temps, eh bien c'est vrai puisque elle varie, elle peut exploser, le Soleil aussi peut exploser, s'éteindre, ce genre de choses avec le temps. Les idées aussi, plus difficile à voir ça, mais les idées sont aussi soumises au temps. Les idées varient avec le temps. Ne serait-ce que même l'idée d'idée a pu varier avec le temps. Un tout petit exemple très célèbre en philosophie, par exemple quand Nietzsche parle de ce qu'il appelle les nihilistes, il ne veut pas parler de ceux qui ne croient en rien, comme on le fait aujourd'hui, mais il veut bien sûr parler de ceux qui créent un monde qui n'existe pas, on va dire au paradis, Jésus et compagnie, donc qui créent un monde imaginaire, un arrière-monde, comme dirait Nietzsche, pour se permettre de juger ou d'apprécier le monde tel qu'il est. Et aujourd'hui, quand on dit un nihiliste, on ne pense pas, comme le disait Nietzsche, on ne pense pas à des gens qui croient à quelque chose, on pense à un nihiliste aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit à rien. Un autre exemple, c'est l'idée de démocratie qui a aussi évolué avec le temps, puisque la démocratie grecque n'est pas tout à fait la démocratie comme nous l'entendons aujourd'hui. En effet, dans la cité grecque, seulement les citoyens avaient le droit de vote, alors que en France à l'heure actuelle,
tous les Français ont le droit de vote. C'est-à-dire que dans la Grèce antique, la société était composée essentiellement d'esclaves et d'étrangers. Eh bien, ces gens-là n'avaient pas le droit de vote, mais on appelait quand même ça une démocratie. Et de nos jours, tous les Français, en tout cas, qui ont leur carte de nationalité française, ont le droit de voter ici, en France. Eh bien, on appelle ça la démocratie. Pourtant, cette idée a varié avec le temps. On peut aussi, sans trop bousculer les croyances des gens, dire que l'idée de Dieu, ou l'idée qu'on s'est fait de Dieu, ou l'importance de l'idée de Dieu a aussi varié avec le temps, mais on verra ça beaucoup plus en détail un peu plus tard. On peut aussi noter, quand on voit que tout ce qui est de l'ordre de l'être est soumis au temps, que tout ce qui existe à un moment donné est cohérent, puis devient incohérent. Alors, c'est très simple à comprendre. En fait, si vous voulez, quand l'être humain naît, il y a une division des cellules qui grossissent jusqu'à faire un enfant. Cet enfant va vieillir et puis il va mourir. Alors, on peut voir ça d'une manière que j'aime bien, c'est-à-dire que l'être humain qui sort du ventre de la mère est une sorte d'harmonie à lui-même, puisque les organes enfin, dans la plupart des enfants, les organes et tout ce qui existe chez l'être humain quand il sort du ventre de la mère, tout est cohérent. Le système solaire tel qu'il existe actuellement est cohérent. Il n'y a pas une planète trop grosse qui absorberait les autres. Si vous voulez, notre système solaire vit sur une sorte d'équilibre des forces de gravité qui nous permet, en tout cas, d'exister, qui permet à la Terre d'avoir une rotation sur elle-même et de tourner autour du Soleil, ni trop près ni trop loin, ni sur des axes qui rendraient la vie impossible sur la Terre. Aussi, les idées, quand on les formule au départ, sont souvent très cohérentes, très justes, et elles vont soit évoluer, ou soit arriver à un moment donné où eh bien les choses deviennent incohérentes, et comme j'ai pu le dire, eh bien soit un être humain meurt et son corps se décompose, soit le système solaire ou je sais pas, le soleil explose et tout le système solaire se décompose. Eh bien les idées c'est pareil, à un moment donné elles deviennent incohérentes, eh bien il faut soit les modifier, soit elles deviennent cohérentes et elles meurent. Donc tout ce qui existe est soumis au temps. Tout petit clin d'œil à la mythologie grecque, puisque vous savez que dans la mythologie grecque, eh bien, tout commence avec Chronos, et Chronos, c'est le temps. Je pense que c'est pas tout à fait par hasard que les Grecs ont démarré leur mythologie avec un dieu qui, en fait, représente le temps. Mon deuxième point, c'est, j'ai dit, tout a une existence physique. Alors, le chien a une existence physique, je pense que ça se voit assez bien. Les hommes, les plantes, tout ça, c'est composé d'atomes qui eux aussi ont une existence physique, qui sont eux-mêmes composés d'électrons, de neutrons et de protons, qui eux-mêmes ont une existence physique, même si c'est l'infiniment petit. La Lune, tous ces grands organismes, c'est pareil, ils existent, déjà on peut les voir, on peut aussi les toucher. Et puis, en troisième point, les idées aussi ont une existence physique, puisque si je meurs, mes idées meurent avec moi. Mais c'est un peu plus compliqué pour les idées, puisqu'elles ont une autre faculté, c'est de, si vous voulez, pouvoir être transmises d'un être humain à un autre. Pas tout à fait comme un virus, bien sûr, mais elles ont aussi une existence physique, puisque si l'être humain devait disparaître demain, toutes les idées disparaîtraient avec lui. Donc, les idées sont tangibles. Alors, j'ai fait quelques recherches pour voir où est-ce que ça pouvait se situer dans le cerveau, et j'ai assez vite arrêté puisque je m'y connais pas assez bien en médecine. Mais quand on étudie le cerveau, et c'est ce que font en ce moment les neurologistes, et je leur souhaite bon courage, c'est très intéressant d'essayer de savoir comment notre cerveau fonctionne, quelles zones sont plus ou moins, on va dire pas électrifiées, mais mises sous tension, ou quelles zones de notre cerveau réagissent quand on ressent des choses ou quand on essaye de réfléchir. Ça c'est extrêmement intéressant, et c'est peut-être les promesses d'une nouvelle philosophie et de la science du futur. Maintenant, je pense que les idées ont si vous voulez, une existence physique, peut-être pas comme on le pense, comme un objet qu'on pourrait toucher, mais peut-être comme une façon dont notre cerveau relie où les neurones sont reliés entre eux, et comment notre cerveau va gérer sa mémoire et la façon dont nous allons pouvoir l'utiliser. En tout cas, on n'enlèvera pas de la tête que les idées ont une réalité physique. C'est à peu près, je vais faire une petite analogie, mais disons que dans un ordinateur, il y a une mémoire vide et puis on la remplit d'informations. Et ben notre cerveau, c'est un peu la même chose. Seulement, contrairement à un ordinateur, notre cerveau ne décide pas de l'information
qu'il va stocker, car il stocke, je pense, toutes les informations qu'il est capable de réceptionner. Mon troisième point est sans doute peut-être un des plus intéressants et un des plus difficiles à comprendre. Quand je dis que tout est injugeable, je suis toujours dans l'ontologie. C'est-à-dire que il y a des choses à savoir avant de pouvoir juger, poser un jugement sur les êtres et les choses qui existent. Quand je vois un chien, je ne sais pas si l'existence, si l'être du chien est une bonne ou une mauvaise chose, ou si je peux la qualifier d'une certaine façon. Pareil pour tout ce qui existe, les plantes, les hommes et ce genre de choses. Le système solaire, est-ce que le fait que ça existe, ça soit jugeable? Je ne pense pas que ça soit ça soit possible. Et enfin, est-ce que les idées, le fait qu'on ait des idées dans la tête, ces êtres soient jugeables? Je ne pense pas non plus qu'on puisse les juger. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est assez intéressant. En fait, tout simplement parce que quand on juge, par exemple, le fait que l'être humain existe, on va avoir un jugement d'être humain sur le fait que les êtres humains existent. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où on se met à juger le monde ou les êtres, on a toujours un raisonnement d'être humain, ou si vous voulez, un jugement d'être humain sur ce qui existe. Donc, si le monde est injugeable en soi, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un point de vue objectif et purement objectif, il n'existe que des points de vue d'être humain sur le monde. Si l'on juge que l'abeille est une bonne chose car elle permet aux fleurs de se reproduire entre elles, on va dire que le fait que l'abeille existe est une bonne chose. Alors je pense que c'est complètement injugeable, puisque là on va juger le monde par rapport à notre point de vue d'être humain. Je vais un peu plus approfondir sur ce point-là, puisque c'est un des points qui va me servir le plus et qui va sans doute vous servir le plus tard quand je vais aller vers l'ontologie dans la pratique. Donc je vais insister là-dessus. Le fait que on ne puisse pas juger le monde tel qu'il est, donc il y a le biais qu'on n'est toujours qu'un être humain, donc on est un être qui juge d'autres êtres. Donc il est impossible d'avoir, si vous voulez, une espèce de raisonnement, de jugement qui serait absolument pur et parfait et qui dirait la vérité sur le monde. C'est impossible puisque on a déjà le biais d'être un être humain. Un être humain, c'est quoi quand un être humain juge? C'est une histoire qui parle, c'est des sentiments qui parlent, c'est un cerveau plus ou moins bien conçu qui fonctionne. C'est avant tout un être humain. On a des biais, on a des problèmes d'information et de connaissance. On a des problèmes, des biais idéologiques, comme j'ai pu en parler quand je faisais ma vidéo sur l'épistémologie. Donc, quand on essaie de porter un jugement sur le monde tel qu'il est, certains vont dire qu'il est harmonieux, certains vont dire qu'il est chaotique, mais a priori, si on réfléchit bien, on ne pouvait pas le juger, puisque dès que j'ouvre la bouche, j'utilise des mots, je parle dans une certaine langue, j'ai une certaine histoire, une certaine appréhension des choses, une certaine connaissance de la vie, et tout ça va me faire juger le monde d'une certaine façon. Or, s'il existait un jugement pur et parfait, eh bien on ne pourrait absolument pas l'appliquer et ça serait certainement pas l'être humain qui pourrait le donner. Donc à chaque fois qu'on va se mettre à juger, on aura toujours tort parce que tout simplement les êtres sont injugeables pour la simple et bonne raison que les seuls jugements qu'on est capable de porter sont des jugements d'êtres humains. Donc évidemment, dans la vie en général, tout le monde passe son temps à juger et à donner des adjectifs qualificatifs sur telle chose ou telle chose. C'est un peu dommageable, mais bon, il faut bien parler, il faut bien pouvoir donner son sentiment, son appréhension, ses goûts, ses désirs, ce genre de choses. Il faut bien qu'on puisse s'exprimer quand même. Donc, on va émettre des jugements, mais si vous voulez, l'ontologie me rappelle toujours une réalité, c'est que à partir du moment où je juge, il faut toujours que je me rappelle que je porte des jugements d'être humain. Si vous voulez, moi ce qui va me permettre de continuer après dans la philosophie, et par rapport au flux héraclitéen que j'ai pu vous dire avant, il ne faut pas poser son jugement. Il vaut mieux avoir un jugement en déséquilibre ou être en train de juger, mais ne jamais poser complètement sa conclusion. Parce que là, on fait toujours un peu une erreur quand on pose sa conclusion et on dit l'être de telle chose et etc. C'est-à-dire que avec les fondements de l'ontologie qu'on a, on ne peut pas juger. Ou alors, si on juge, il faut toujours rappeler qu'on est un être humain qui juge, etc.
Donc, si vous voulez, ne pas poser votre jugement, parce qu'un esprit qui pose son jugement est un esprit en train de mourir. Donc ne jugez pas des idées, ni des choses, ni des êtres, ni du système tel qu'il est, ni du monde, ni de rien du tout, puisque de toute façon, vous ne pouvez que les voir avec vos propres yeux. Donc je pense que j'ai assez insisté là-dessus, et que vous m'avez compris. Et le quatrième point, bien sûr, tout est relié. Donc ça c'est assez facile à voir, hein, ne serait-ce qu'au niveau atomique, les atomes se relient entre eux, mais au niveau social aussi, les chiens vivent en meute souvent, ont des relations sociales et ce genre de choses. Ils ont un rapport à la nature. C'est très vrai pour l'être humain. Ils sont aussi, on voit, nous sommes reliés entre eux par une langue, par une histoire, par des tas de choses. Le système solaire est aussi relié. Les choses sont reliées entre elles. Alors les Grecs avaient un très joli mot pour appeler ça. Ils appelaient ça le cosmos. Le cosmos, c'est quand on voit le système solaire comme il est fait, quand on voit l'être humain comme il est fait, on se rend compte que les choses sont comme en harmonie, ils sont comme ordonnés, bien ordonnés. Et le monde tel qu'il est, parce qu'il fonctionne, parce que nous sommes vivants, on remarque qu'il est bien ordonné. Et les Grecs ont appelé ça le cosmos. Donc quand les Grecs faisaient de la philosophie, le philosophe était là pour contempler le cosmos, il était là pour contempler le monde, et comme il était là pour l'étudier et pour en donner une définition, une nature, essayer de le compter, de le calculer, de trouver une méthode pour rendre compte du monde. Et les Grecs donc ont ce très joli mot, le cosmos. Donc tout ce qui est de l'ordre du cosmos, du cosmologique, ce genre de choses, eh bien c'est de l'ordre presque divin, de l'ordre magique qui fait que la nature fonctionne et que, si vous voulez, les choses sont dans un tel équilibre qu'elles fonctionnent. Et on peut appeler ça l'harmonie. Enfin, les idées sont reliées entre elles, c'est pas très difficile à démontrer. On a différents types d'idées, mais si vous voulez, les idées sont reliées entre elles parce que elles ne viennent pas de nulle part. Les idées sont reliées tout simplement au corps qui les porte. Les idées sont reliées à l'histoire du corps qui les porte. Les idées sont reliées souvent à d'autres idées. C'est beaucoup Hegel qui avait parlé de ça, qui avait montré que, si vous voulez, Hegel et Marx réfléchissaient à la façon dont l'être humain progressait. Si vous voulez, l'histoire des idées pouvait progresser. Et il s'était rendu compte que, en fait, souvent dans l'histoire de l'humanité, les idées progressent parce qu'on fait, on va dire, s'entrechoquer deux idées qui a priori ont l'air séparées. On les fait s'entrechoquer comme ça, et il y a un moment que Hegel a appelé l'Aufhebung, c'est-à-dire que par exemple vous prenez la monarchie par exemple. Réfléchissez à ce que c'est la monarchie, c'est monos, hein, c'est une personne qui a tout le pouvoir. Et vous prenez, on va dire, la démocratie, c'est un peu tout le monde qui a le pouvoir. Et dans la monarchie, il y a un gros avantage et un gros défaut. Pour faire très court, la monarchie c'est bien parce que c'est centralisé, et quand le pouvoir vient d'un seul endroit, eh bien quand on veut appliquer une politique, c'est assez facile puisque tout part du même endroit. Donc c'est assez facile de diriger un royaume quand toutes les informations viennent de cet unique pouvoir. Mais le problème, c'est que les gens se sentent un peu délaissés de leur destin et sentent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ce pouvoir qui dirige tout. Accessoirement, ça peut être un roi, ça peut être un tyran, etc. La démocratie, c'est une très bonne chose parce que tout le monde a un peu le pouvoir et tout le monde a un peu un système de décision. Et tout le monde a un peu son mot à dire. Donc tout le monde se sent, on espère, responsable de son destin. Mais le gros défaut, c'est que comme tout le monde a un peu de pouvoir, eh bien, si vous voulez, tout le monde a un peu des opinions contradictoires et c'est très difficile de faire en sorte que aujourd'hui 65 millions de Français soient tous d'accord pour faire ceci cela, parce qu'on trouvera toujours des gens qui ne sont pas d'accord, et si vous voulez, il y a ce pouvoir n'est plus centralisé, tout le monde a un peu le pouvoir, et comment on va faire pour quand même pouvoir prendre des décisions quand tout le monde a un avis un peu différent. Eh bien, quand je fais rencontrer l'idée de monarchie, qui avait ce gros défaut que qu'une seule personne avait le pouvoir, et l'idée de démocratie, qui a ce gros défaut que, eh bien, c'est difficile de prendre des décisions quand personne n'a le pouvoir. Et vous faites une espèce de mix comme ça, vous avez ces deux idées-là, mais vous aimeriez bien dépasser ces idées-là.
eh bien, ce que vous pouvez faire, vous créez à peu près un peu les systèmes dans lesquels on vit actuellement, c'est-à-dire, mettons la République française, la Cinquième République. Eh bien, une personne a beaucoup de pouvoir, c'est le président de la République, et en même temps, plein de petites personnes autour de lui, tous ces citoyens, ont aussi le pouvoir en même temps. Alors on a comme ça, enfin on essaye de régler les problèmes de l'un qui sont qu'une seule personne ait le pouvoir, et les problèmes de l'autre que personne n'a, ça soit difficile de prendre des décisions, en créant un système où on a un peu les avantages des deux. On a aussi un peu les inconvénients des deux, mais on essaye de trouver, tout en conservant ce qu'on avait avant, on va essayer de le dépasser, ce qu'on appelle l'Aufhebung chez Hegel, c'est-à-dire on a un moment comme ça de flottement où on va essayer de ramasser, tout en conservant, on va essayer de dépasser tout ce qu'on a mis dans la balance entre ce qu'on a mis d'un côté, ce serait les avantages de la monarchie, et de l'autre les avantages de la démocratie, et on a ce moment d'Aufhebung où on va vraiment essayer de rassembler les idées, d'aller de tout en conservant dépasser ces idées-là, ça s'appelle l'Aufhebung chez Hegel, et donc on a ce moment de ce qu'on appelle la dialectique chez Hegel. Et quand je disais que les idées étaient reliées entre elles, c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, souvent on fait relier des petites idées simples comme ça, on les relie entre elles, et souvent on crée ce qui s'appelle une théorie d'ailleurs, mais on verra ça plus tard. Donc c'était pour montrer que tout ce qui existe dans ce monde est aussi relié. Pour finir sur cette partie théorique et pour aller après dans la partie un peu pratique, je vais reprendre tout ce que j'ai dit. Nous sommes soumis au temps, tout a une existence physique, tout est injugeable et tout est relié. Ça c'était l'ontologie, mais il faut aussi que l'ontologie serve dans la pratique. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc à partir du moment où on se met à réfléchir, on se met à penser, où on se met à émettre des jugements, il faut jamais oublier que l'être humain est un être et donc il a des biais qui sont de toute nature. Alors ça peut être le biais d'être soumis au temps, c'est-à-dire on a un certain âge, on va mourir, on vieillit, on a une histoire et ce genre de choses. Donc ça c'est un biais qui existe dans l'être de l'être humain sur lequel il faut avoir un œil et faire attention avant de réfléchir ou d'émettre un jugement. On a une existence physique, on a un certain taille, un certain poids, une certaine harmonie du visage, on a un certain timbre de voix, ce genre de choses. Alors, par exemple, Napoléon était tout petit, et certains ont dit c'est parce qu'il était tout petit que il a eu un complexe d'infériorité, et c'est à l'aide de ce complexe qu'il a pu devenir un grand général. Maintenant, est-ce que ça serait complètement débile de dire que finalement l'ontologie des gens qui sont petits, c'est de devenir des grands généraux, puisque plein de gens sont petits et donc une place limitée dans l'histoire. Donc l'ontologie des gens petits n'est pas de devenir des grands généraux. Donc éviter de trop poser son jugement. Enfin, tout est injugeable. Le fait que l'être humain existe est ni bon ni mauvais ni jugeable, et que tout est relié. Alors ça peut être la religion, ou ça peut être les interactions sociales, ou ça peut être tout un tas de choses qu'on verra par la suite. Et toutes ces choses-là sont dans l'être humain avant même qu'on puisse commencer à réfléchir sur l'être humain. Donc on a toujours un biais à son jugement, et on a toujours un biais à sa réflexion, et il faut garder ça à l'esprit. C'est pour ça que j'ai pu dire toute ma première vidéo que la philosophie est un point de vue, et que là je vous propose un peu aussi mon point de vue. Que les opinions en termes de qualité sont souvent contestables. On peut pas vraiment contester que l'être humain adulte a 32 ans. Par contre, on peut, si vous voulez, remettre en question quelqu'un qui vous dirait que finalement, au fond de lui, l'être humain est un être mauvais. C'est injugeable. Alors, ça je dirais putain. Donc, ne pas oublier que nous sommes des êtres humains qui portent des jugements d'hommes, ou qui ont une réflexion d'homme. Voilà, c'est très important. Enfin, une phrase qui va permettre de vous réfléchir à l'être de l'être humain. Est-ce que l'être humain est jugeable, par exemple? Bon, déjà, on sait que non, mais c'est pas grave, on va quand même essayer. L'être humain, phrase de Hume, l'homme est un loup pour l'homme. Eh bien, c'est vrai, parce qu'il se trouve que le plus grand prédateur de l'homme, c'est souvent l'homme. Même si ça a pu être à certains siècles des bactéries, mais c'est vrai que la guerre a fait énormément de morts et ce genre de choses. Donc, on peut arriver à une phrase ontologique de dire l'homme est un loup pour l'homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas bien, parce que on pourrait se dire l'homme est un dieu pour l'homme.
Et c'est aussi vrai, pensez à tous ces gens qui sont généreux, pensez à tous ces gens qui sont, par exemple, tous ces médecins européens qui vont en Afrique pour venir, je sais pas, pendant leurs vacances, aider des gens à se soigner de différentes maladies dans des pays où ils n'ont pas accès aux soins. Eh bien, ces gens-là ne sont pas des dieux ni divins, mais pour celui qui reçoit le soin, il peut finir par penser ou par dire que finalement l'homme peut aussi avoir une certaine tendresse et aussi être un dieu pour un autre homme. Quelqu'un peut vous sauver la vie, vous vous noyez sur une plage, et bien si un maître nageur vient vous sauver, vous vous direz pas l'homme est un loup pour l'homme. Vous direz quand même il y a des hommes qui sont bien, et donc comment peut-on juger l'être humain dans un monde où ils sont en même temps des loups les uns pour les autres et en même temps des dieux? C'est très compliqué et évidemment très difficile. Donc ne pas poser son jugement. Et je vais m'arrêter là pour la partie un peu théorique de l'ontologie. Après, je vais essayer d'exprimer un autre point de vue dans lequel je vais vous montrer comment cette ontologie ou cette notion d'ontologie va nous permettre, on va pouvoir l'utiliser dans la pratique. Voilà, merci d'avoir suivi cette troisième vidéo. J'espère que j'en ai dit ni trop, ni assez, ni trop peu. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'ontologie sur une quatrième vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.